Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce qu'était la vie seule en logement universitaire et de comment j'ai pu adapter seule ou avec l'aide de mon université, mon appartement, mes cours et surtout comment j'ai réussi à m'organiser pour réussir à gérer mes cours, mes tâches ménagères et me rendre à mes soins avec le moins de difficultés possible. Tout d'abord, j'imagine que comme pour moi, pour beaucoup d'entre vous, le logement universitaire sera votre première approche de la vie seule. Peut-être que vous avez hâte de sortir du cocon familial et de vous retrouver seul chez vous. Peut-être qu'au contraire, comme moi, vous êtes super anxieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo saura vous rassurer sur certains points et vous donner un petit coup de pouce pour le début de votre vie universitaire. Avant toute chose, il vous faudra d'abord choisir un logement. Dans les universités, les logements qu'on retrouve principalement sont souvent des studios ou des petites chambres de 9 mètres carrés. Et de temps en temps aussi, il y a quelques appartements à partager. Et là, je vous parle uniquement des logements gérés par le CROUS. Le CROUS, c'est l'organisme qui s'occupe de vos bourses, mais aussi de vos logements universitaires. Pour pouvoir avoir accès à ces logements, il faut être étudiant boursier. Donc que vous soyez au premier échelon de la bourse ou au tout dernier, c'est pareil. Du moment que vous touchez une bourse, vous avez le droit d'accéder à ces logements. Faites attention au moment où vous saisissez vos vœux de logement, que vous êtes bien à jour au niveau de votre demande de bourse, qu'il vous manque aucun papier à donner à votre CROUS pour que votre dossier soit traité rapidement. Sinon, vous risquez, dû à un manque de papier, de ne pas obtenir de logement. Pour choisir votre logement, je crois qu'il faut vraiment se baser sur ce que vous attendez de votre logement. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous pouvez rentrer chez vos parents tous les week-ends parce que votre université n'est pas très loin et que votre logement est là uniquement pour vous éviter de longs trajets de transport en commun matin et soir, et que partager une cuisine commune ne vous dérange pas, la chambre de 9 mètres carrés peut très bien vous aller. C'est une solution plutôt économique puisque c'est le logement le moins cher que vous puissiez trouver au niveau des CROUS et ça peut vous éviter certains achats. Par exemple, souvent quand vous avez cuisine commune, vous avez forcément un micro-ondes dans les parties communes. Après, j'ai des amis qui vivent dans ce genre de logement et qui ont préféré avoir leur propre micro-ondes dans leur chambre parce que ça leur permettait par exemple de simplement réchauffer leur plat dans leur micro-ondes plutôt que de traverser le couloir pour aller dans les cuisines communes. Après, ça n'a pas forcément que des avantages puisque qui dit cuisine commune dit que tout l'étage l'utilise et malheureusement, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Personnellement, je sais que si je devais utiliser une cuisine commune et que je la laisse propre derrière moi, ça m'énerverait énormément de revenir la fois suivante pour la trouver sale. Parce que oui, tout le monde n'est pas forcément aussi consciencieux que vous là-dessus, ou peut-être même que vous faites partie de ces gens-là. Bref, quoi qu'il en soit, si l'idée de partager ce genre de pièces communes ne vous dérange pas, ça reste quand même une très bonne solution. En général, les loyers se trouvent un peu au-dessus de 200 €. Je crois que dans mon université, c'est aux alentours de 260 €, en sachant que vous avez le droit aux APL. Donc ça baissera forcément un petit peu votre loyer. Pour moi, je sais que ce logement, c'était pas trop l'idéal. Déjà parce que moi, je ne rentre pas chez mes parents le week-end, donc je reste souvent de longues semaines chez moi. Et même si, effectivement, je peux toujours sortir, aller voir mes amis, il y a aussi des week-ends où j'aime tout simplement rester chez moi. Surtout en prenant en compte qu'avec ma santé, ça arrive souvent que je sois trop fatiguée et que je préfère me reposer tranquille. Donc c'était très intéressant pour moi d'avoir quand même un peu plus d'espace. Et surtout avec toute la situation Covid récente, c'était quand même beaucoup plus agréable, je pense, d'avoir un studio de 19 mètres carrés qu'une chambre de 9 mètres carrés. Mais ça reste quand même une solution intéressante, surtout que rien ne vous empêche au final de vous faire des amis dans votre couloir et de temps en temps faire des repas avec eux. Mais bon, mon logement préféré reste quand même le studio. Donc j'ai un petit studio d'environ 18 mètres carrés, mais il me semble qu'il y a différentes tailles de studios. Je crois que dans mon université, ça peut monter jusqu'à 24 mètres carrés. Bon, évidemment, le loyer s'en ressentira forcément, mais comme pour la chambre de 9 mètres carrés, vous avez le droit aux APL. En ce qui concerne les prix, forcément, du coup, c'est plus élevé que les chambres. En général, ça se situe entre 300 et 400 € selon la taille de votre logement. Après, ce qui est pas mal aussi à prendre en compte lorsque vous choisissez votre résidence, c'est aussi de regarder les facilités qu'il y a autour. Il y a certaines résidences, quelquefois, qui peuvent carrément avoir une salle de sport, une laverie, des salles d'études directement dans la résidence et d'autres où ce sera à proximité. Pour moi, les principaux critères que j'ai regardés, c'était d'avoir à peu près accès à tout autour de moi, qu'il y ait un ascenseur et que je ne sois pas sur un étage trop élevé, tout simplement parce que si l'ascenseur tombe en panne, ce sera plus simple pour moi de descendre les escaliers si je n'ai pas 5 étages à descendre. Quoique descendre encore ça va, c'est plus les remontées qui m'inquiétaient. Mais aussi de prendre un studio tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je ne rentre pas chez mes parents et que j'avais besoin de mon espace vraiment où je peux être tranquille, où je peux me reposer. Et ça m'évite aussi de devoir me déplacer pour aller faire à manger. Enfin là, je me déplace, mais j'ai quoi, 1 mètre même pas entre mon lit et ma cuisine, donc ça va. Et puis aussi, point non négligeable, la salle de bain est plus grande, ce qui est plutôt pratique.
D'ailleurs, si comme moi vous avez besoin d'un logement adapté à vos besoins, vous pouvez directement contacter l'administration. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Je sais que dans mon université, il y a des résidences qui sont faites pour les étudiants en situation de handicap. Moi, je ne suis pas dans ce genre de résidence. Je suis en soi dans une résidence normale. Simplement, la seule modification qui a réellement été faite dans mon appartement, c'est que j'ai mon propre matelas puisque mon matelas est un matelas médical. Si vous avez de plus gros besoins, cherchez plutôt du coup les résidences complètement adaptées. Si comme moi, vous avez juste besoin de quelques modifications par-ci par-là, c'est des choses qui peuvent se régler avec l'administration. Je sais que pour moi, on m'a juste demandé l'ordonnance de mon matelas et du coup, avant que j'emménage, ils ont enlevé le matelas et j'ai juste eu à ramener le mien. Évidemment, je ne l'ai pas amené seul, ça pèse très lourd. D'où le besoin d'un ascenseur qui est vachement pratique. D'ailleurs, en parlant de ce qui est pratique, si au moment où vous emménagez dans votre appartement, vous avez vos parents qui vous déposent et ils sont en voiture ou de la famille, des amis, n'importe qui, n'hésitez pas à profiter qu'ils aient la voiture pour aller faire 2-3 achats de tout ce qui est un peu encombrant, de choses que vous n'achèterez pas tout le temps, ou aussi des fois de petits meubles dont vous avez besoin pour avoir un petit peu plus de rangement dans votre appartement si vous avez la place et qu'il manque un petit peu de placard. Trouver le rythme entre la vie étudiante, les tâches ménagères à la maison et mes soins, j'avoue, ça a été l'une des choses les plus compliquées à mettre en place. Tout simplement parce que je ne peux jamais vraiment prévoir quand est-ce que je vais aller mal. Je peux très bien aller et puis me réveiller un matin avec d'énormes douleurs. Ça m'est déjà arrivé une fois en hiver et j'ai vraiment eu super peur parce qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour me remettre et j'avais vraiment énormément de difficultés à marcher. Mais que vous ayez un handicap ou non, trouver le rythme peut être un peu perturbant au début, tout simplement déjà parce que la quantité de travail et d'investissement qu'attend l'université de vous est complètement différent de ce qu'on peut attendre de vous au lycée. Au lycée, au final, vous êtes quand même très encadré. Vous avez toujours les professeurs pour surveiller vos devoirs, vous avez des contrôles très souvent et vous êtes si je peux dire, en petit comité, puisque vous ne dépassez pas en général la trentaine, je crois. Mais quand je veux dire petit comité, c'est que du coup, à l'université, à côté de ça, vous avez des cours en amphi, où là, vous pouvez être plus d'une centaine sans aucun souci, et où le but, c'est simplement d'écouter un professeur qui parle. Quelquefois, il note des trucs au tableau, ça dépend des professeurs. D'autres utilisent des PowerPoints, et votre but à vous est de prendre en note le maximum de choses, ou du moins tout ce qui vous semble important pour apprendre le cours, puisque vos notes seront votre seul cours. Tout ça pour ensuite réussir un partiel qui se situera plusieurs semaines après. Et autant il y a des cours en amphi où j'ai trouvé ça assez facile de prendre en note, surtout quand certains professeurs vous autorisent à prendre rapidement une photo de l'écran qu'ils affichent s'ils affichent quelque chose. Autant il y en a eu d'autres où vraiment vous n'avez pas 2 secondes pour souffler. Si vous voulez vraiment avoir le cours en entier pour être sûr d'avoir de quoi réviser correctement, il vaut mieux ne pas fermer les yeux 2 secondes. À côté de ça, et là je peux me prononcer que pour les cours type LEA puisque c'est les cours où je suis. Je ne connais pas trop comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui est études de médecine, de physique, de chimie, tout ça je ne connais pas. Mais du coup, dans le cas de la LEA, on a ce qu'on appelle des TP. Pour les TP, vous êtes en petit groupe dans une classe qui ressemble énormément à celle du lycée. La grosse différence, je dirais, c'est encore une fois les professeurs, puisque les techniques d'apprentissage en TP dépendront totalement de la méthode du professeur. Par exemple, au niveau des devoirs, comme vous avez un TP par cours et par semaine, ce sera toujours des devoirs à rendre pour la semaine suivante. Sauf si elle vous donne un gros travail de groupe, par exemple, et qu'elle vous dit, voilà, votre travail de groupe, il y aura les présentations à faire à telle date. Là, vous avez le temps de vous organiser. Mais après, selon les matières que vous étudiez, et encore une fois, je ne peux me baser que sur ce que j'ai fait moi, il m'est déjà arrivé en langue d'avoir pour la semaine suivante des fichiers d'une dizaine de pages d'exercices à faire. Et ça, c'est juste une matière. Après, il y a toutes les autres. Et c'est un peu qui tout double parce que du coup, si jamais vous n'avez pas fait vos devoirs, soit vous tombez sur un professeur qui s'en fiche, si je puis dire, qui ne va pas prendre la peine de vérifier, qui va simplement donner sa correction et tant pis pour ceux qui n'ont pas tenté. Ou alors sur des professeurs qui, d'emblée, vont demander si vous l'avez fait ou non. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dehors. Et si on vous met dehors, forcément, vous êtes compté absent. Donc dans les amphis, on ne compte pas les absences, mais dans les TP, oui. Et le problème des absences à l'université, c'est que au bout d'un certain nombre d'absences, vous pouvez perdre votre bourse. Parce que pour obtenir la bourse, vous vous engagez à être là en cours, puisque cet argent est là pour vous aider à pouvoir subvenir à vos besoins, à pouvoir suivre vos cours. Donc si vous ne l'êtes pas, forcément, on vous l'enlève. Et c'est là que ça peut devenir problématique dans mon cas, puisque si jamais je ne me sens pas suffisamment bien pour aller à un cours,
être absente et perdre ma bourse serait un énorme inconvénient pour moi. Au moment de votre inscription à l'université, si vous avez des besoins spécifiques, vous devez rentrer en contact avec le service accueil handicap de votre université. Je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça dans les autres universités, mais dans le mien, c'est ça. Et en gros, c'est un centre qui réunit plusieurs médecins et qui va vous permettre de voir un médecin qui va établir avec vous un certificat dans lequel il établira du coup vos besoins spéciaux pour l'année. Dans mon cas, je sais que j'ai le droit par exemple à un ordinateur pour prendre mes notes, et ce, quel que soit le cours. En général, l'ordinateur est bien accepté par les professeurs, mais dans le cas où un professeur serait contre les ordinateurs dans son cours, ça me permet moi de l'amener quand même. Et pour moi, c'est totalement pour éviter les douleurs de poignet. Mais ça peut aussi être par exemple le droit de s'absenter de cours dans le cas où on n'est pas bien, où on a besoin d'aller prendre un traitement ou qu'on a un rendez-vous médical. Je le fais d'amener du matériel. Moi, à chaque cours, j'ai mon coussin d'assise parce que tenir une position assise ou debout me provoque des douleurs fortes. Donc le coussin est là pour les atténuer. Et il y a plein d'autres choses sûrement qui sont possibles. Je ne les connais pas toutes puisque je n'ai pas forcément besoin de tout ce qu'ils proposent. Mais sachez quand même qu'il y a moyen d'adapter un petit peu vos cours pour que vous puissiez suivre vos études sans trop de soucis. L'autre bon côté, c'est que ce certificat, en fait, vous allez devoir le valider par un médecin, mais qu'ensuite vous le donnerez à la personne de l'administration de votre université qui s'occupe des étudiants en situation de handicap. Et c'est cette personne, une fois que vous lui donnerez le nom de tous vos professeurs, qui mettra au courant votre professeur. Ça vous évitera à vous de faire la démarche d'aller voir tel ou tel professeur pour lui dire voilà, j'ai telle maladie, j'ai tel problème, j'ai besoin de ça, puisque ce sera déjà fait par mail par la personne en charge à l'administration. Mais ce que vous pouvez faire déjà par vous-même, c'est d'essayer d'organiser au mieux votre temps. Et ce, que vous soyez en situation de handicap ou non, organiser votre temps à l'université, c'est vraiment ce qui va vous aider, je pense, à tout gérer avec le moins de stress possible. Ce que j'entends par là, c'est que si vous vous mettez énormément en retard sur votre travail, par exemple, ça peut arriver que vous vous rendiez compte au dernier moment qu'en fait votre frigo est vide parce que ça fait 3 jours qu'il faut que vous alliez faire les courses. Donc ce que je vous recommande fortement, quoi qu'il arrive, c'est de toujours prendre de l'avance sur votre travail. Juste le fait de prendre cette avance, ça vous permet de visualiser un peu mieux sur le reste de la semaine où est-ce que vous pouvez par exemple aller faire vos courses, aller faire votre linge, et ça vous permet aussi d'organiser tout ça avec les activités que vous faites en dehors, parce qu'à l'université, il y a quand même énormément d'activités sportives qui sont proposées. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et puis tout simplement, vous allez vouloir profiter de votre temps libre. Et dans le cas des étudiants en situation de handicap, ça permet aussi de placer vos soins dans la semaine, de savoir voilà, tel jour j'ai tel soin, ça va me prendre tel nombre de temps, donc pour ne pas me retrouver en retard pour telle chose, il faut que je fasse ça là, et du coup ça, il faut que je m'en occupe là. Vraiment prendre de l'avance, à mon sens, la meilleure organisation possible. Puis l'autre bon côté dans le fait de prendre de l'avance, c'est aussi que si jamais vous avez un imprévu, vous n'aurez pas ce stress de vous dire mince, finalement j'ai pas pu faire ça et demain du coup c'est foutu. Étant donné que je ne peux pas prévoir mes crises, cette avance ça m'a toujours permis dans les jours où je n'allais vraiment pas bien et où je ne pouvais pas faire grand chose, de ne pas m'inquiéter parce que je savais que tel travail était déjà fait, telle chose était déjà faite. Donc j'avais moins d'inquiétude et je pouvais me reposer tranquillement. Mais surtout, n'oubliez pas de vous donner du temps libre pour vous amuser, pour voir des amis. Et pour tous ceux qui auraient des soucis de santé, sachez aussi écouter votre corps. Ne vous forcez pas à faire ce que vous ne pouvez pas faire sur le moment. Il n'y a jamais eu de honte à demander de l'aide à quelqu'un. J'ai plusieurs fois dû demander de l'aide à des amis et je leur suis très reconnaissante d'avoir accepté. Je leur rends comme je peux quand je le peux. Donc vraiment, ne vous mettez pas trop de pression et faites bien attention à vous. Maintenant, je vous propose quelques petits tips qui, de mon côté, ont très bien marché, m'ont facilité un petit peu la vie et qui pourraient faciliter la vôtre. Achetez-vous un chariot de course. Ça a l'air de rien comme ça, mais vraiment pouvoir tirer vos courses, c'est un énorme plus plutôt que de les porter à bout de bras. Déjà, c'est beaucoup moins lourd, ça va être beaucoup moins fatigant et en plus, vous pouvez utiliser ce même chariot pour ramener votre linge à la laverie. D'ailleurs, la laverie, plusieurs petits points. Vérifiez toujours le moyen de paiement de votre laverie. Certaines ne prennent que les cartes bancaires. Ça arrive aussi que vous deviez utiliser votre carte étudiante parce que certaines universités mettent en place un moyen de paiement propre à l'université. Aussi, n'hésitez pas à aller à la laverie en plein milieu de la semaine, en plein milieu de journée, où il y aura moins de monde, parce que les week-ends, c'est souvent blindé. Vérifiez aussi si le détergent est déjà fourni dans la machine. Pour les courses, n'hésitez pas à repérer les petits magasins autour de chez vous. Souvent, tout le monde connaît le grand magasin, parce qu'il est facile d'accès. Par exemple, il y a le tram qui vous dépose juste devant ou ce genre de choses. Mais c'est souvent beaucoup plus cher que les petits magasins que vous pourrez trouver à côté. Il faudra sûrement marcher un petit peu, mais ça vous fera pas mal d'économies. D'ailleurs, faites attention à la quantité que vous achetez. Les frigos universitaires sont souvent très petits. De temps en temps, vous avez la chance d'avoir un petit congélateur, mais pareil, il est vraiment minuscule. Donc ne prenez pas trop de choses parce que sinon, vous ne saurez pas où les stocker et ce serait dommage d'abîmer la nourriture que vous vous êtes achetée.
Quand vous cuisinez, n'hésitez pas à cuisiner plus que ce que vous êtes capable de manger. Bon, pas non plus énormément, mais simplement assez pour pouvoir avoir quelques réserves qui vous dépanneront pour les prochains repas. Ça vous évitera de cuisiner à chaque fois et ça vous prendra du coup beaucoup moins de temps. Pour le micro-ondes, si vous pouvez, prenez-le avec la fonction four. Comme ça, vous pourrez faire des gâteaux et des pizzas et il n'y a vraiment rien de mieux pour le moral. Si vous le pouvez, achetez-vous un aspirateur. Vous n'avez pas besoin d'acheter une grande marque, vraiment, pour 18 mètres carrés de studio, il n'y a pas besoin d'un aspirateur avec une qualité exceptionnelle, mais ça vous prendra moins de temps, ça évitera que la poussière vole de partout et surtout si vous avez un tapis, c'est vachement pratique. Pour le ménage, ne vous encombrez pas de trop de produits, à part si vous avez quelques petites choses qui nécessitent un produit bien spécifique. Souvent, pour tout ce qui est calcaire, donc dans la salle de bain, dans la cuisine ou autre, un coup de vinaigre blanc suffit largement. Ne prenez pas trop de vaisselle, je sais que ça peut être tentant, surtout pour les parents, de vous acheter un super set entier de 6 assiettes, 6 petites assiettes, les assiettes à soupe, mais vraiment vous aurez nulle part où les mettre. Donc prenez vraiment le strict minimum. D'ailleurs, pour la plupart de vos achats, attendez d'être sur le lieu même et ne les achetez pas avant. Encore une fois, je sais, ça peut être tentant, on fait les magasins, on prépare notre déménagement, on voit plein de choses qu'on a envie d'acheter. Mais n'oubliez pas qu'il faut vous déplacer ensuite avec tout ça là-bas. Et croyez-en mon expérience, faire tout le voyage de plusieurs heures dans une voiture assis dans à peu près ça d'espace, c'est pas le must. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les lirai et j'y répondrai soit directement en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, profitez bien et à très bientôt.